Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà ressenti ce moment où le monde que vous avez bâti semble se fissurer sous vos pieds, non pas à cause d'un étranger, mais à cause de ceux que vous aimez le plus? Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de Sarah, une femme dont la retraite devait être une célébration, mais qui est devenue un champ de bataille silencieux. C'est une histoire qui nous rappelle que parfois, la plus grande force ne réside pas dans l'amour que l'on donne, mais dans la survie que l'on s'impose. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez. Laissez-moi un commentaire pour me dire votre âge et où vous vous trouvez en ce moment. Imaginez les lieux où mes mots résonnent, donnent une âme à cette histoire et me fait sentir que nous partageons ce moment ensemble, au-delà des distances. La tasse de thé a glissé des mains de Mélissa au moment même où ses genoux ont fléchi. Ma belle-fille suffoquait sur le sol de la salle de banquet, de l'écume au coin de sa bouche, les yeux révulsés. Et tout ce que je pouvais penser était « Eh bien, ce n'était pas censé lui arriver à elle. La retraite est censée avoir le goût de la liberté, comme du miel sur la langue après des décennies d'efforts. » C'est ce que je me disais, alors que je me tenais sous la lueur des chandeliers, souriant à des visages familiers qui levaient leurs verres en mon honneur. J'avais passé 40 ans à enseigner le français au lycée, à canaliser des adolescents turbulents et à glisser un peu de poésie dans leur vie. Et ce soir-là, mes collègues, mes voisins et ma famille s'étaient réunis pour célébrer ma dernière sonnerie. La salle de banquet scintillait de rires et de parfums, des plateaux d'argent glissant à travers la foule, un trio de jazz jouant doucement dans un coin. Mon fils, Daniel, avait insisté pour organiser cette fête. « Maman, tu mérites un adieu digne de ce nom », avait-il dit en déposant un baiser sur ma joue. Sa femme, Mélissa, avait été le cerveau derrière chaque détail. Elle aimait me rappeler à quel point il était épuisant d'organiser des événements, combien les arrangements floraux étaient chers, et combien d'heures elle avait sacrifié pour que tout soit parfait. Pour une fois, je lui ai accordé ce mérite. La salle était magnifique. Je me souviens l'avoir regardée flotter de table en table. Les cheveux laqués, ses perles captant la lumière alors qu'elle riait un peu trop fort à des blagues qu'elle ne comprenait pas. Elle avait tout l'air de la belle-fille dévouée, désireuse de plaire. Mais Mélissa ne m'a jamais dupé. Pas avec la façon dont elle me regardait quand elle pensait que je ne la voyais pas ou comment elle jetait un coup d'œil à mes mains comme si elle détenait les clés d'un coffre-fort. Le toast devait être le grand final. Daniel a tapoté son verre, demandant le silence, sa voix chaude et tremblante alors qu'il parlait de mon dévouement, de mes sacrifices après le décès de son père, la façon dont je m'étais investi à la fois dans la salle de classe et dans la famille. Les gens ont applaudi. Certains ont même essuyé une larme. J'ai levé mon thé, ma boisson de prédilection, car je n'ai jamais eu l'estomac pour le champagne. Et j'ai offert quelques mots de gratitude. Tout aurait dû se terminer là. Des applaudissements, un gâteau, être un retour tranquille à la maison dans la douceur de la nuit. Mais le destin, ou plutôt Mélissa, en avait décidé autrement. Je l'ai surprise du coin de l'œil. Sa main glissant sous la nappe, ses doigts se refermant sur une petite fiole. Elle l'a incliné juste ce qu'il fallait, vidant son contenu dans ma tasse fumante, puis s'est redressée avec un sourire étudié. Et puis il y a eu le murmure. Elle s'est penchée vers son ami, ses lèvres bougeant à peine. Mais j'ai appris à assez d'adolescents pour savoir lire sur les lèvres. Dis au revoir à la vieille dame. Ce soir, c'est son dernier toast. Les mots m'ont glacé le sang. Ma colonne vertébrale s'est raidie, mais mon visage n'a pas changé. À 71 ans, j'ai appris que la survie vient souvent de l'immobilité, de la prétention de ne pas savoir qu'on a été marqué. J'ai remué doucement le thé, observant les ondulations. Puis j'ai soulevé la tasse comme si de rien n'était. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma voix n'a pas faibli. Quand Mélissa s'est détournée pour saluer un autre invité, j'ai attiré l'attention du serveur. Un signe de tête discret, un petit mouvement. Et j'ai posé ma tasse sur son plateau avant qu'elle n'ait touché mes lèvres. « Pourriez-vous m'en apporter une fraîche ?» ai-je demandé, comme si j'étais pointilleuse sur la température. Il a souri, ignorant tout, et a disparu dans la cuisine avec le thé empoisonné à la main. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Une autre échappatoire a glissé dans ma poche avec les autres. Mais le poison est un allié infidèle. En quelques minutes, j'ai entendu un hoquet, un bruit de verre brisé, puis le cri aigu de quelqu'un qui tombe. Mélissa était par terre. Sa main tremble encore autour du bord d'une tasse qu'elle avait dû saisir à la hâte. La musique s'est arrêtée. Les rires se sont figés en plein milieu. Je me souviens du son de ses perles s'éparpillant sur le parquet alors que son corps se convulsait, de l'écume bouillonnant à ses lèvres. Pendant un instant, personne n'a bougé. C'était comme si toute la salle de banquet avait inspiré et oublié comment expirer.
puis le chaos. Des chaises ont été repoussées. Des voix se sont élevées dans la panique. Quelqu'un a crié d'appeler une ambulance. Daniel s'est frayé un chemin à travers la foule, le visage livide, s'agenouillant près de sa femme. Ses mains planaient inutilement, tiraillées entre l'envie d'aider et l'ignorance de la manière de le faire. Les invités se serraient les uns contre les autres, chuchotant des théories, leurs yeux allant de Mélissa qui se tordait sur le sol à moi, calme, tenant toujours une tasse de thé fraîche et intacte. Je pouvais sentir le changement, le poids de leur regard pesant sur mon dos. Personne ne l'a dit à voix haute, mais le silence m'accusait tout autant. La salle sentait les lits et le poulet rôti quelques minutes auparavant. Maintenant, elle empestait la panique. Les invités pressaient des mouchoirs sur leur bouche, les yeux écarquillés et tremblants, tandis que le corps de Mélissa se raidissait sur le sol poli. Le trio de jazz avait cessé de jouer, les instruments abandonnés en plein morceau. Le silence dans la salle de banquet n'était pas le silence réconfortant du respect. C'était l'immobilité lourde avant que les accusations ne commencent à fleurir. Daniel était agenouillé à côté de sa femme, secouant ses épaules comme s'il pouvait faire sortir le poison d'elle. « Mélissa, reste avec moi. » Sa voix s'est brisée, rauque de peur. Je me tenais à quelques mètres, immobile, serrant la tasse fraîche que le serveur venait de m'apporter. Je m'étais appris il y a longtemps que l'immobilité peut être un bouclier. Plus tout le monde s'agitait, plus je devenais calme. Une voisine, Marguerite, s'est accroupie et a éventé Mélissa avec une serviette, comme si l'air seul pouvait inverser ce qui était déjà enclenché. « Elle est brûlante », a crié quelqu'un. Un autre invité a reculé, manquant de renverser une table de dessert, chuchotant à qui voulait l'entendre. Elle allait bien il y a une minute. Je gardais les yeux sur Daniel, pas sur Mélissa. La panique de mon fils semblait authentique, mais j'ai vu le vacillement lorsque son regard s'est tourné vers moi, bref, fugace, mais aussi tranchant qu'une lame. Ce soupçon n'était pas né à cet instant. Il attendait, il couvait, ayant juste besoin d'une excuse. Les ambulanciers sont arrivés plus vite que je ne l'avais prévu, se frayant un chemin à travers la foule avec leur équipement, leur visage figé dans une neutralité professionnelle. Ils se sont agenouillés près de Mélissa, vérifiant ses signes vitaux, posant des questions auxquelles Daniel ne pouvait répondre. Qu'a-t-elle mangé? A-t-elle pris des médicaments ce soir? Je ne sais pas, balbutia Daniel, les yeux vitreux. Nous avons bu du champagne, des amuse-gueules. Elle est en bonne santé. Elle va bien. Ça n'a aucun sens. Je sirotais mon thé lentement, délibérément. L'ambulancier en chef s'est tourné vers moi, être parce que j'étais la seule à ne pas paniquer. « Maman, as-tu vu quelque chose d'inhabituel ?»« Inhabituel ?» Le mot me démangeait la langue. J'aurais pu tout dire. Comment Mélissa avait glissé quelque chose dans ma tasse. Comment je l'avais vue se pencher près de son ami et chuchoter à propos de mon dernier toast. Comment j'avais discrètement tendu la boisson au serveur avant que quiconque ne le remarque. Mais la vérité peut être dangereuse quand elle est nue. Trop tôt. Et elle ressemble à de l'hystérie. Trop directe. Et elle sonne comme de la méchanceté. J'ai appris, tant dans l'enseignement que dans la vie, que le timing est primordial. Je l'ai vue avec un verre, dis-je, la voix stable, mais rien d'inhabituel. Elle semblait pâle juste avant de tomber. L'ambulancier a hoché la tête, griffonnant des notes, trop occupé pour insister. Daniel m'a regardé alors, vraiment regardé. Le visage pâle, la mâchoire serrée. Pendant un battement de cœur, son chagrin a cédé la place au calcul. Mélissa a été soulevée sur une civière, les bras ballants, sa respiration faible mais régulière. La foule a expiré comme si elle avait retenu son souffle. Des chuchotements ont éclaté. Quelqu'un a marmonné à propos de réactions allergiques, un autre à propos de fruits de mer. Mais j'ai aussi capté des bribes trop nettes pour être ignorées. N'a-t-elle pas bu de thé? Je pensais que c'était la tasse de Madame Moreau. Non, elle boit toujours du thé, pas du champagne. Les yeux se sont de nouveau tournés vers moi, curieux, méfiants. J'ai souri faiblement. Le genre de sourire que l'on fait quand on sait qu'on est étudié et qu'on veut qu'ils se demandent ce que vous savez qu'ils ignorent. Daniel a suivi la civière, serrant la main de Mélissa comme s'il pouvait la ramener à la vie. Alors qu'il la faisait passer par les portes, il a jeté un dernier regard en arrière vers moi. Pas un regard de réconfort ou même de désespoir. C'était le regard d'un homme se demandant si sa mère venait de faire s'effondrer sa vie. Je suis resté jusqu'à ce que le dernier invité s'en aille, offrant des assurances polies, étreignant des épaules, les remerciant d'être venus. Mes collègues m'ont serré plus fort que d'habitude, leurs yeux se tournant vers l'endroit vide où Mélissa était tombée.
La fête était censée honorer mes années de service. Maintenant, c'était un scandale que personne n'oublierait. Quand la dernière voiture est partie, je me suis retrouvé seul dans la salle de banquet, entouré de fleurs fanées et de verres abandonnés. Le thé que Mélissa avait empoisonné avait disparu depuis longtemps, emporté par le serveur qui n'avait aucune idée qu'il transportait la preuve d'un meurtre sur son plateau. J'ai murmuré à la pièce vide. « Mélissa, tu as fait ta première erreur ce soir. » Puis j'ai ajouté plus doucement « Daniel, tu as fait la tienne en la laissant faire. » Le sommeil n'est pas venu cette nuit-là. Je me suis assise près de la fenêtre de ma maison silencieuse, regardant les phares balayer la rue et disparaître dans l'obscurité. Chaque tic-tac de l'horloge ressemblait à un battement de tambour, me rappelant que j'étais toujours en vie et que quelqu'un dans ma famille préférait que je ne le sois pas. Mélissa n'avait pas été subtile. C'était clair. Elle avait versé du poison dans mon thé dans une pièce pleine de gens, comptant sur le fait que personne ne prête attention à la boisson d'une vieille dame. Je pourrais presque admirer son audace si elle n'était pas si stupide ou si désespérée. Et le désespoir, je le savais, était la véritable histoire. J'ai pensé à ces dernières années, au sac à main de créateur de Mélissa arrivant sur le porche dans des boîtes assez grandes pour contenir un enfant, aux SUV flambant neufs garés dans leur allée, aux excuses de Daniel sur le fait que son cabinet d'architecture n'avait pas décroché les gros contrats promis. J'avais signé des chèques plus de fois que je ne pouvais les compter. Les frais de scolarité de ma petite fille, un acompte pour leur maison. Juste un pont, maman, disait toujours Daniel, jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Les ponts, j'ai appris il y a longtemps, peuvent se transformer en autoroute permanente si l'on n'y prend pas garde. Mon carnet de compte ne mentait pas. Près de 200 000 € étaient passés de moi à eux au cours des 5 dernières années. À l'époque, je me disais que c'était de la générosité, de l'amour, la famille, mais la générosité a une façon de tourner à l'aigre lorsque le bénéficiaire la considère comme un dû. La tentative d'empoisonnement n'était pas seulement l'œuvre de Mélissa. Non, le silence de Daniel m'en disait long. Quand j'avais croisé son regard alors qu'elle s'effondrait, j'avais vu quelque chose vaciller là. De la peur, oui, mais aussi de la reconnaissance. Il savait, il n'a peu, être pas préparé la tasse lui-même, mais il n'a pas été pris au dépourvu non plus. Je me suis versé un café noir à 3 heures du matin, du genre assez fort pour décaper de la peinture, et je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes jaune. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Quand la vie s'en mêle, j'écris jusqu'à ce que les nœuds se dénouent. Colonne 1, les mobiles. Mélissa, l'argent. Toujours l'argent. Un raccourci vers l'héritage dont elle parlait à ses amis. Daniel, l'argent aussi, mais avec le poids supplémentaire de l'ego. Il voulait garder la tête hors de l'eau, maintenir le style de vie que Mélissa exigeait. Et être, bien que cela me retourne l'estomac, il voulait que je disparaisse avant que je ne décide de changer mon testament. Colonne 2, les méthodes. Le poison. Lâche, mais efficace. Difficile à tracer, surtout s'il le déguisait en crise cardiaque. À 71 ans, les gens s'attendent à ce que les organes lâchent. Cela n'attirait pas l'attention. Colonne 3, les erreurs. Mélissa avait été négligente, m'empoisonnant en public, chuchotant à portée de voix et buvant dans la mauvaise tasse. L'univers a un sens de l'humour pervers parfois. À l'aube, la page était remplie de noms, de flèches et de points d'interrogation. Ma main me faisait mal, mais mon esprit était plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai préparé une autre cafetière et j'ai regardé le soleil levant strier mon jardin d'or. Cette maison, ces murs, avaient été ma forteresse depuis que Daniel avait 10 ans et que son père était décédé. J'ai bâti ma carrière ici. J'ai soigné mon deuil ici. J'ai élevé un garçon pour en faire un homme ici. Et maintenant ce garçon, celui qui m'apportait autrefois des pissenlits du jardin, complotait ma sortie. J'ai pensé à la dernière fois que Daniel m'avait demandé si j'avais envisagé de déménager dans plus petit. Il avait été désinvolte, remuant du sucre dans son café, disant des choses comme « Ne serait-ce pas plus facile pour toi, maman ?» Moins d'entretien. À l'époque, j'avais souri et dit non. Maintenant, je réalisais qu'il avait planté des graines. Mélissa devait les arroser quotidiennement. La trahison faisait mal, mais la colère était plus stable que le chagrin. Le chagrin vous affaiblit. La colère vous affûte. J'ai décidé de 2 choses ce matin-là. Premièrement, je ne les confronterai pas encore. Un serpent montre ses crocs quand il se sent acculé, et je voulais qu'il pense que j'étais toujours aveugle. Deuxièmement, je me protégerai discrètement et minutieusement avant leur prochain coup.
J'ai appelé le bureau de mon avocat à 9 heures précises et j'ai demandé le premier rendez-vous disponible. 20 ans de loyauté signifiaient qu'il ne remettait pas en question l'urgence. Avant de sortir, je me suis tenu dans ma chambre, regardant la photo encadrée de Daniel à 6 ans, les dents du bonheur, tenant un poisson qu'il avait pêché au lac. Ma poitrine s'est serrée. Que s'était-il passé entre ce garçon et l'homme que j'ai vu la nuit dernière? Puis je me suis répondu. L'argent est arrivé. La cupidité est arrivée. Mélissa est arrivée. J'ai retourné la photo sur ma commode. Certains souvenirs méritent d'être laissés dans l'ombre lorsque le présent est si laid. Le jeu n'était plus seulement une question de survie, c'était de la stratégie. Et j'ai toujours été doué pour la stratégie. Au moment où je suis entré à l'hôpital, l'air sentait déjà le désinfectant et les peurs inexprimées. Mélissa avait été admise pendant la nuit, stabilisée mais faible. Je me suis dit que j'étais là pour prendre de ses nouvelles, polies, attentionné. Mais la vérité était que j'avais besoin de la regarder dans les yeux. Daniel m'a rejointe dans le hall. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Sa chemise était froissée, ses cheveux en désordre. Pour des étrangers, il aurait pu passer pour un mari inquiet. Pour moi, il ressemblait à un homme calculant ce qu'il avait encore à perdre. « Maman, dit-il, la voix basse et lourde, tu n'avais pas besoin de venir. » Mélissa se repose. J'ai touché son bras, étudiant son visage. Bien sûr que je devais venir. Elle fait partie de la famille. Sa mâchoire s'est crispée. Il m'a guidé vers la salle d'attente, un paradis en plastique de chaises rigides et de vieux magazines. Il n'osait pas croiser mon regard. Les médecins pensent qu'elle a peut être eu une réaction à quelque chose. Peut être la nourriture. Peut être le stress. Le stress, c'est le mot qu'il a choisi. Pas poison. Pas accident. Le stress. « Et toi, qu'en penses-tu » ai-je demandé doucement. Il m'a regardé alors, une lueur indéchiffrable derrière ses yeux. « Je pense que nous devrions nous concentrer sur sa guérison. C'est tout ce qui compte maintenant. » Une réponse prudente. Trop prudente. Quand Mélissa est enfin apparue, pâle et fragile dans sa blouse d'hôpital, elle s'est agrippée à la main de Daniel, comme à une bouée de sauvetage. Sa voix était faible, mais sa performance était solide. « Sarah » a-t-elle murmuré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. 1 minute, j'allais bien. La suivante, tout est devenu noir. Elle a fermé les yeux comme pour faire venir les larmes. Les médecins ont dit que cela pourrait être l'épuisement. J'ai travaillé si dur pour organiser ton banquet. Peut être que je me suis trop poussé. Je me suis assise sur le bord de son lit, croisant les mains sur mes genoux. Tu as certainement mis les petits plats dans les grands, dis-je, d'un ton neutre. Et ce toast. Tu semblais très investi pour le rendre mémorable. Ses yeux se sont ouverts brusquement. Une lueur de panique a traversé son visage avant qu'elle ne le lisse en une expression d'innocence. « Je ne me souviens pas de grand-chose du toast », dit-elle rapidement. Me suis-je ridiculisé? La main de Daniel s'est resserrée sur la sienne. Il m'a regardé avec un avertissement que je ne connaissais que trop bien. Le même regard qu'il me lançait, enfant, quand il avait caché une lampe cassée derrière le canapé. « N'insiste pas. Ne me démasque pas. » Mélissa a soupiré de manière théâtrale. L'important, c'est que je sois en vie et que tu sois en sécurité. En sécurité? Ce mot avait un goût amer sur ma langue. Je suis en sécurité, dis-je, laissant mon regard s'attarder sur elle plus longtemps que ne le permettait le confort. Mais cette nuit aurait pu se terminer très différemment pour l'une ou l'autre d'entre nous. Son sourire a vacillé. Daniel est intervenu rapidement, trop rapidement. « Maman, Mélissa a besoin de repos. Nous ne devrions pas parler de ça maintenant. » Je me suis adossé à ma chaise, croisant les bras. Bien sûr, le repos est essentiel après un tel épisode. Nous sommes restés en silence un moment, l'air lourd de tout ce qui n'était pas dit. Les machines bipaillaient régulièrement. Une infirmière est passée devant la porte et les ongles de Mélissa tapaient contre la barrière du lit à un rythme irrégulier. Finalement, elle a parlé, la voix douce et calculée. « Sarah, tu as tant fait pour nous, plus que nous ne le méritons. J'espère que tu sais à quel point nous apprécions ta reconnaissance. » Drôle de choix de mots pour quelqu'un qui avait essayé de me tuer 12 heures plus tôt. J'ai souri faiblement, le même sourire que j'adressais à mes élèves quand ils essayaient de bluffer sur une dissertation qu'ils n'avaient pas lue. Je sais exactement à quel point, Mélissa. Son visage s'est crispé, mais Daniel est de nouveau intervenu, cette fois avec une gaieté forcée. « Maman, pourquoi ne dînerions-nous pas tous ensemble une fois que Mélissa sera sortie d'ici? Un nouveau départ. Pas de stress, pas d'incident. Dîner. Un nouveau départ. »
Je pourrais presque rire du scénario qu'ils lisaient tous les deux. Je me suis levé, lissant mon manteau. Je te prends au mot. Pour l'instant, je vais vous laisser vous reposer. Alors que je me tournais pour partir, Mélissa a murmuré quelque chose que je n'étais pas censé entendre. Si bas que Daniel a probablement pensé que cela ne m'atteindrait pas, elle sait. Je n'ai pas arrêté de marcher. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de voir ma réaction. Mais mon cœur s'est affermi. Elle avait raison. Je savais. Et savoir était bien plus dangereux pour eux que l'ignorance ne pourrait jamais l'être. Au moment où je suis retourné à la lumière du jour, j'avais décidé de ne plus attendre. Ils me pensaient fragile. Ils me pensaient acculé. Mais c'était moi qui tenais les pièces maintenant. Et j'étais prête à commencer à les déplacer. Le vendredi matin est arrivé, gris et humide. Le genre de journée qui semble lourde avant même de commencer. Je me suis réveillé tôt, j'ai préparé mon café le plus fort, et j'ai disposé les documents soigneusement sur ma table de salle à manger. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait ressemblé à une préparation à la reddition. Les formulaires d'admission pour la résidence Le Crépuscule Doré, une pile de relevés de compte, même un projet de procuration. Pour moi, c'était un appât. À 9 heures précises, Daniel et Mélissa sont arrivés. Elle était pâle mais soignée, son séjour à l'hôpital dissimulé sous un maquillage frais et des perles. Il portait une mallette en cuir comme un homme sur le point de conclure une affaire. Ils m'ont embrassé sur la joue, leur sourire tendu, et m'ont suivi dans le salon où j'avais tout arrangé. « Eh bien, dis-je, en désignant les papiers, j'ai réfléchi à ce que vous avez suggéré. Le soulagement de Daniel était presque théâtral. « Maman, c'est merveilleux. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. » Mélissa s'est perchée sur le bord du canapé, croisant les jambes avec soin. « La résidence est un endroit si charmant, Sarah. Tu auras tout ce dont tu as besoin et nous serons là pour toi. » Je leur ai tendu les formulaires d'admission déjà signés. Les doigts de Mélissa tremblaient légèrement en parcourant les pages, ses yeux brillants d'une satisfaction avide. « Parfait !» murmura-t-elle. « Et voici, » dit Daniel en faisant glisser un autre document vers moi, « la procuration. C'est juste une précaution, mais l'établissement l'exige. Une fois que tu auras signé, je pourrai gérer les finances pour que tu n'aies pas à te stresser. » J'ai soulevé le papier, parcourant le jargon juridique dense. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que le genou de Mélissa commence à s'agiter. Puis, d'une main ferme, j'ai signé. « Excellent !» dit Daniel, rassemblant les papiers comme un enfant serrant des bonbons. « Tu as pris la bonne décision, maman. » Mélissa se pencha en avant, son sourire cassant. « Tu ne le regretteras pas. » J'ai souri en retour. Je sais que je ne regretterai pas. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Mélissa s'est raidie. Daniel a froncé les sourcils. « Tu attends quelqu'un ?»« Oui, dis-je calmement. Mon avocat. » Mais quand j'ai ouvert la porte, ce n'était pas mon avocat qui se tenait là. C'était l'inspectrice Morrison, son insigne brillant à sa hanche, un autre officier à ses côtés. « Madame Moreau, dit-elle sèchement, nous devons vous parler d'un incident qui s'est produit lors de votre banquet. » Le visage de Mélissa a perdu toute couleur. Daniel s'est levé lentement, serrant plus fort sa mallette. « Quel genre d'incident » a-t-il demandé, la voix chancelante. Le regard de l'inspectrice était fixe. « Le rapport toxicologique de l'hôpital montre que votre femme a ingéré de l'extrait de laurier rose. Pas de la nourriture, pas du stress, du poison. Nous avons également testé la bouteille de champagne de votre événement. Même substance, concentrée. Quelqu'un l'a délibérément altérée. » Les mains de Mélissa se sont portées à sa bouche. C'est insensé. Pourquoi m'empoisonnerais-je? Les yeux de l'inspectrice se sont plissés. C'est ce que nous aimerions savoir. Mais le verre avec la plus forte concentration n'était pas le vôtre à l'origine. Il était destiné à Madame Moreau. La pièce semblait rétrécir. Daniel s'est retourné, fixant Mélissa avec horreur. « Toi, qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait !» a-t-elle crié. « Daniel, je te le jure, je me suis levé de ma chaise, lissant ma jupe. Je t'ai vu, Mélissa. Je t'ai vu verser le contenu de cette fiole. J'ai entendu ton murmure. Tu n'as pas été assez prudente. » Le corps de Mélissa s'est affaissé comme si la vérité l'avait vidé de son air. « Tu as échangé les tasses, » a-t-elle murmuré. « Oui, dis-je, la voix calme. Je les ai échangées. » L'inspectrice a sorti un dossier de son sac. « Madame Moreau, nous avons aussi découvert que votre belle-fille a souscrit une police d'assurance-vie d'un demi-million d'euros sur vous il y a 6 mois, avec elle-même comme bénéficiaire. Combiné aux résultats toxicologiques, c'est plus que suffisant pour une arrestation. »
La protestation de Mélissa s'est dissoute en un cri, alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. Daniel a reculé, sa mallette glissant sur le sol, des papiers s'éparpillant sur le tapis. « Maman », allaita-t-il, le visage pâle. « Je ne savais pas pour le poison. Je jure que je ne savais pas. » J'ai croisé son regard, le cœur lourd. « Mais tu savais pour tout le reste. La résidence, la procuration, le plan pour me dépouiller de ma vie, alors que j'étais encore en train de respirer. » Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte, mais aucun mot n'est sorti. L'inspectrice Morrison a conduit Mélissa vers la porte. Elle s'est retournée une fois, les yeux flamboyants de rage vers moi. « Tu crois que tu as gagné? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je n'ai pas bronché. »« Oh, Mélissa !» dis-je doucement. « Je sais exactement ce que j'ai fait. » La porte s'est refermée derrière eux et un lourd silence est tombé sur la pièce. Daniel s'est effondré sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains, le poids de la ruine s'abattant sur lui. La mallette gisait ouverte à ses pieds, des papiers éparpillés comme des promesses brisées. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais stable. Le piège s'était refermé, non pas sur moi, mais sur eux. Et je n'avais pas encore fini. 3 mois plus tard, les roses de mon jardin fleurissaient plus éclatantes que jamais. Peut-être était-ce la terre. Peut-être le temps. Ou peut-être était-ce simplement le calme. Pour la première fois depuis des années, ma maison me semblait sûre. Mélissa était en détention préventive, en attendant son procès. Son avocat passait déjà à la télévision, racontant des histoires de stress, d'épuisement et d'erreurs d'intention. Mais le poison ne ment pas. Les rapports toxicologiques, la police d'assurance, mon témoignage, tout cela dessinait une image trop nette pour être brouillée. Elle risquait des années derrière les barreaux. Daniel, cependant, était une autre histoire. Il n'avait pas touché la fiole. Il n'avait pas versé le poison. Mais il était resté sans rien dire pendant que sa femme planifiait ma disparition. Le procureur lui a proposé un accord, complicité au lieu de tentative de meurtre. 3 ans, assez pour que ça pique, pas assez pour l'enterrer. Je lui ai rendu visite une fois, dans le parloir stérile où l'air sentait l'eau de Javel et le regret. Il semblait plus petit, les épaules voûtées, les yeux rougis. « Maman », a-t-il murmuré, « je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Je pensais juste que nous étions en train de couler. Je l'ai laissé parler, déverser ses excuses. Puis j'ai posé ma main sur la table en métal froid et j'ai dit « Tu as voulu te sauver en me faisant sombrer. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais je ne suis pas resté pour les voir couler. Il y a des choses qu'une mère peut pardonner, et d'autres qu'elle ne peut pas. Curieusement, c'est la mère de Mélissa, Hélène, qui est devenue mon alliée inattendue. Elle est venue me voir un après-midi, le visage pâle mais résolu. « Sarah, dit-elle, je me souviens que le champagne avait un goût étrange, amer. Et je me souviens avoir vu Mélissa près de la table avant que cela n'arrive. » Elle a baissé les yeux. « Ma fille a essayé de vous tuer, et j'ai failli mourir. Au lieu de cela, je lui ai servi du thé, frais, sûr, non contaminé, et nous nous sommes assis ensemble. 2 femmes, liées par la trahison. S'il y avait un baume dans ces décombres, c'était Emma, ma petite fille de 16 ans, l'esprit bien plus mûr que son âge. Elle m'a appelé le soir après l'arrestation, la voix tremblante. « Grand-mère, je suis tellement désolé. Je ne savais pas ce qu'il préparait. S'il te plaît, ne me déteste pas à cause d'eux. Ma chérie, lui ai-je dit, tu n'es en rien comme eux. Ne porte pas leurs péchés. » Elle vient me voir presque tous les week-ends depuis, son rire remplissant la maison comme le faisait celui de Daniel quand il avait son âge. Quand elle me regarde, je vois de l'espoir. Pas le genre de chimère que ses parents poursuivaient, mais le vrai, celui qui prend racine. Quant à moi, j'ai fait la paix avec les avocats et la paperasse. Mon notaire m'a aidé à tout restructurer. Ma succession, mes directives médicales, et même une fiducie qui verrouille mes actifs, à moins que je ne sois celle qui signe. Si quelqu'un essaye un jour de me faire déclarer inapte, chaque centime ira à des œuvres de charité, qu'ils y réfléchissent à 2 fois. Dans le calme de mon bureau, je rejoue parfois les mots de Mélissa. Dis au revoir à la vieille dame. Elle pensait que l'âge était une faiblesse. Elle a oublié que 71 ans vous en apprennent plus que tous les livres. La patience, le timing et l'art de laisser les autres se prendre à leur propre piège. Le banquet devait être mon toast d'adieu. Au lieu de cela, il m'a rappelé que les fins ne sont que des débuts, habillés de vêtements plus tranchants. Je suis peu être à la retraite, mais je n'ai pas fini. Ni avec la vie,
ni avec l'amour, et certainement pas avec la riposte. Mélissa m'a sous-estimé. Daniel m'a sous-estimé. Que le monde en prenne note. Sous-estimer une femme d'un certain âge est l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse faire. Et alors que le soleil se couche chaque soir, peignant le ciel d'or, je lève ma tasse de thé, sans sucre, intouchée par une autre main que la mienne, et je bois à la survie, à la paix, et au fait de bien vivre, ce qui est toujours la plus belle des revanches.